Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les oscillateurs et la mesure du temps. L'homme s'est toujours préoccupé de la mesure du temps qui règle ses activités. C'est pour cela qu'il a cherché à se repérer dans le temps. Cependant, montres, pendules, horloges n'ont pas toujours existé. Donc sans instrument pendant les millénaires, l'homme a mesuré le temps qui passe en observant des phénomènes naturels tels que la succession des jours et des nuits, les différentes places du soleil dans le ciel, les phases de la lune ou les marées. Nous allons voir l'apparition chronologique de certains instruments de mesure au cours du temps. Donc, parmi les instruments de mesure, le cadran solaire est probablement le plus ancien. Utilisé dès l'Antiquité, il a des avantages d'être facile à réaliser, fiable dans les pays ensoleillés et non périssable. La clepsydre permet d'évaluer les durées par temps couvert ou la nuit, reste un instrument de mesure imprécis. Et Huygens, donc lui, mathématicien hollandais, a mis au point en 1658 la première horloge à pendule. Donc, le mouvement d'un poids entraîne le déplacement d'une roue dentée. On s'aperçoit, suivant la longueur du balancier, que la période des oscillations est différente. Une autre révolution a été l'utilisation des vibrations naturelles du quartz pour créer des horloges électriques. Et encore pour plus de précision, on utilise les transitions énergétiques d'un atome de césium pour compter le temps. C'est ce qu'on appelle les horloges atomiques. Donc pour mesurer le temps, on utilise la plupart du temps des phénomènes périodiques, et plus la fréquence est connue précisément, plus la mesure du temps est précise. Donc, intéressons-nous d'abord à un pendule qui permet la mesure du temps. Donc en physique, le pendule simple, c'est une masse ponctuelle fixé à l'extrémité d'un fil sans masse, inextensible, sans raideur, et oscillant sous l'effet de la pesanteur. Donc si on l'écarte de sa position d'équilibre, il va osciller. On définit alors une période comme étant là, ce qu'on vient de voir, un aller-retour. Donc on peut s'intéresser à trois positions particulières du pendule. Donc la position au repos, la position initiale, là où on lâche le pendule, et la position diamétralement opposée. Donc, étudions un petit peu du point de vue énergétique ce pendule. Donc, au départ, il n'y a pas de vitesse, donc on a une énergie cinétique nulle et une énergie potentielle maximale due à la hauteur h, ici, entre le pendule et le support, ici, cette hauteur h. Ensuite, lorsqu'on passe à la position de repos, là, on a une vitesse, qui est en l'occurrence la vitesse maximale, et donc on a une énergie cinétique qui va être maximale. Donc elle a été transférée grâce à l'énergie potentielle qu'on avait au départ. Et là, pour le coup, comme on est tout en bas, on n'a plus d'énergie potentielle. Et donc, de l'autre côté, diamétralement opposé, on a de nouveau la même situation qu'au départ, c'est-à-dire une énergie potentielle MGH et une énergie cinétique égale 0. Et là, c'est ce qu'on faisait un petit peu l'année dernière, c'est un bilan énergétique. On peut rajouter à ça que l'énergie mécanique, vous l'avez vu l'an dernier, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Mais maintenant, d'où vient cette énergie? Donc, cette énergie, elle vient par l'intermédiaire d'une force. Donc, regardons les forces qui s'exercent sur le pendule. Donc, il y a la tension du fil, ce qui permet de retenir la masse pour qu'elle ne tombe pas. Et on a évidemment, comme toujours, le poids. Et donc, c'est l'effet d'une force qui crée l'énergie. Et donc, on appelle ça en physique ce qu'on appelle le travail d'une force. Donc, le travail, on va définir un petit peu ce que c'est, le travail d'une force constante. Donc là, pour l'instant, on s'intéresse seulement à des forces constantes. Donc, c'est le transfert d'énergie dû au déplacement du point d'application d'une force. Donc, le travail d'une force est généralement lié à un déplacement. Donc, prenons l'exemple d'un objet qui va se déplacer d'un point A à un point B. Cet objet, il est soumis à une force F et on va déterminer, enfin on donne l'angle qu'il y a entre la direction de la force et la direction du déplacement, et le sens du déplacement. Donc par définition, le travail, donc le travail c'est noté W, c'est work en anglais, sur le chemin de A à B de la force F, il est défini par le produit scalaire de la force par le vecteur déplacement AB. Alors ça, mathématiquement, le produit scalaire, vous l'avez sûrement vu. Donc ça donne mathématiquement F
multiplié, donc module de f multiplié par la distance AB multiplié par le cosinus de l'angle θ. Donc voilà, on va avoir plusieurs situations, en l'occurrence cette première situation où l'angle θ est inférieur à 90 degrés, et donc à ce moment-là, le cosinus θ, il est positif. Donc on a à ce moment-là un travail qui est positif, et on dit qu'à ce moment-là, le travail est moteur. Pourquoi moteur? Parce que cette force, on le voit ici, elle va favoriser le mouvement du point A vers le point B. Donc on dit qu'il est moteur. Et il y a donc un transfert d'énergie, c'est-à-dire cette force va travailler, elle va transmettre de l'énergie qui va permettre à l'objet de se déplacer de A à B. Donc, autre situation maintenant, avec un angle θ qui est supérieur à 90, donc jusqu'à 180 degrés. Là, le cosinus va être négatif, et donc notre travail va être négatif. On dit que le travail est résistant, et on le voit ici, on voit que cette force, elle freine le déplacement de cet objet, ou elle empêche le déplacement de cet objet de A à B. Et la dernière situation, tout simplement, c'est quand l'angle est égal à 90 degrés. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Cette force-là, elle ne va ni freiner, ni entraîner le mouvement, et donc il n'y a pas de travail du tout. On dit que le travail est nul. On dit que la force, ici, qui agit là, ici, elle ne travaille pas. Voilà. Donc, rappelons quand même que le travail, on vient d'en parler, puisqu'un travail va permettre de transférer de l'énergie, son unité, c'est les joules. Et le travail, on a parlé ici du déplacement de A et B. Alors, peu importe si on se déplaçait par là, etc., on aurait le même travail de la force. Voilà. Alors, reprenons le cas de notre pendule. Voilà, donc on a notre pendule, on a donc les deux forces, la tension du fil et le poids. Là, le déplacement, c'est un arc de cercle ici, hein. Et donc, si on s'intéresse maintenant d'abord au travail de la tension du fil, c'est bien le vecteur tension du fil multiplié par le vecteur direction AB. Et on s'aperçoit que ces deux vecteurs, donc ici le vecteur T et le vecteur AB là qui serait ici, ce sont deux vecteurs qui sont perpendiculaires. Ici sont perpendiculaires θ égale 90, et donc notre tension du fil ne travaille pas. Donc elle ne fournira pas d'énergie, ni n'en prend non plus. Et donc la seule force qui travaille ici, c'est le poids. Donc on va essayer d'étudier maintenant le travail du poids. Donc voilà, travail du poids. Prenons un objet qui est soumis à son poids, donc dans un champ de pesanteur uniforme, et qui veut se déplacer, qui va se déplacer du point A au point B. Voilà. Donc, on rappelle la définition du travail du poids. C'est bien le vecteur P fois le vecteur AB, qui se traduit, si on utilise l'angle θ, par P fois AB fois cos θ. Donc maintenant, on va s'intéresser à un axe Z qui représente l'altitude. Donc on aura ici l'altitude de départ du point A qui sera notée ZA et l'altitude finale qui sera notée ZB. Et on s'aperçoit ici qu'on a un angle droit. Et donc que AB cosinus θ, AB fois cosinus θ, c'est cette distance ici, là. AB cos θ. Donc en réalité, voilà ce qu'on va avoir. On va avoir P, et on va remplacer AB cos θ par cette distance qui est donc ZA moins ZB, qui est la distance ici. Et ça va donner, je remplace P par MG, ZA moins ZB. Voilà. Et donc, ce travail ici, pour ce poids, pour aller de A à B, il est positif, puisque ZA est supérieur à ZB, c'est positif. Donc, étudions maintenant le travail du poids, mais maintenant sur un déplacement qui serait de B vers A. Évidemment, si on se déplace de B vers A, on va avoir ici l'inverse, ici ZB moins ZA, et là, ce sera négatif, on va avoir un travail négatif. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que le travail de la force pour aller de A à B a fourni une certaine énergie qui, elle sera reperdue, entre guillemets, si on veut remonter jusqu'à la position A. Ils sont égaux mais opposés. On dit que le poids est une force conservative, ce qui veut dire qu'elle transforme l'énergie cinétique en énergie potentielle et de façon réversible. Et là, ici, on avait de l'énergie potentielle, on l'a transformée en énergie cinétique, ici, puisque si on lâche, on va avoir un objet qui va accélérer. Et inversement, si on veut remonter ici, il faut transformer l'énergie cinétique en énergie potentielle. Et on dit qu'à ce moment-là, dans ce cas-là, lorsqu'on a une force conservative, on a une conservation de l'énergie mécanique.
Alors, on peut aussi relier le travail du poids à l'énergie. Alors pour ça, on rappelle que l'énergie potentielle c'est mgz, et donc ici, on va avoir ici l'énergie potentielle au point A moins l'énergie potentielle au point B. Et donc ça, si on regarde bien, c'est l'inverse de la variation d'énergie cinétique, qui est donc donnée par état final moins état initial. Donc, si on a une force conservative, ce qui est le cas du poids, on a bien le travail du poids égale moins l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. Donc, regardons maintenant ce qui se passe pour une force électrique. Donc là, on a une charge Q dans un champ électrique E qui va se déplacer d'un point A à un point B. Donc là encore, soumis à la force F, et là on suppose que la charge Q est positive, avec un angle θ entre les deux éléments, la force et le déplacement. Toujours ici avec un angle droit ici. Le travail de la force sur le déplacement AB, c'est bien la force fois le déplacement. Et donc ça se traduit mathématiquement. Alors déjà on remplace la force par QE, par définition, hein, vous l'avez vu l'an dernier. Et ensuite AB cos θ. Et donc, ce AB cos θ, ici, hein, on le voit ici, c'est cette distance D. Donc, on traduit ça, donc QE fois D. Et ensuite, par la définition du champ électrique, qui est la différence de potentiel sur la distance, on obtient QAB. Et là encore, comme tout à l'heure, si on se déplace de B vers A, il se trouve qu'on va avoir quelque chose qui sera de signe opposé à ça. On a donc une force conservative qui donne aussi une variation, l'opposé de la variation d'énergie potentielle, mais cette fois-ci l'énergie potentielle électrique. Alors parlons maintenant d'une force de frottement constante. Donc on a un objet qui se déplace sur une surface, hein, et on a du frottement. Alors on rappelle que la force de frottement sera toujours dirigée de façon à s'opposer au déplacement, donc en l'occurrence ici vers la gauche. On écrit le travail de la force qui est toujours F fois le déplacement AB. FAB cos θ, donc là on le θ ici il vaut 180 degrés, donc ça fait moins F fois AB. Voilà. Donc c'est un travail résistant, on s'en doutait, puisque ça empêche le déplacement. Donc maintenant on va regarder qu'est-ce qui se passe si on veut, cette fois-ci, aller de B en A. Donc là cette fois-ci la force F, elle s'oppose toujours au déplacement. On calcule et on s'aperçoit qu'on obtient exactement la même chose, parce que la force de frottement, elle s'oppose toujours au déplacement. Donc ce type de force, c'est une force qui est non conservative. Ça veut dire qu'on ne conserve pas d'énergie dans un sens. On perd toujours de l'énergie qu'on se déplace dans un sens ou dans l'autre. Alors faisons maintenant un bilan énergétique d'un pendule simple. Donc c'est un pendule qu'on a écarté de sa position initiale. Donc très rapidement, voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, on regarde un petit peu les différentes énergies ici. Donc l'énergie potentielle en bleu, l'énergie cinétique en rouge et l'énergie mécanique en noir. Donc voilà. Donc on voit qu'au début, l'énergie potentielle, elle est maximale, l'énergie cinétique, elle est nulle, et inversement au fur et à mesure du temps. Et on s'aperçoit que l'énergie mécanique est constante, parce que là, on a supposé qu'on n'avait pas de frottement. Donc passons maintenant Donc passons maintenant au cas où on a mis des frottements. Alors, on va regarder ce que ça donne. J'accélère un petit peu ma vidéo, voilà. Donc là, on s'aperçoit dans ce cas-là que l'énergie mécanique diminue au cours du temps. Et pourquoi? Parce qu'il y a une perte d'énergie à cause des frottements. Alors, que faut-il retenir? Donc, le travail d'une force, F fois AB, c'est FAB cos θ. Le travail du poids, donc on a vu un petit peu la démonstration, qui donne mgZA moins ZB. Le travail de la force électrique, qui donne QAB, avec FE égale QE. Ensuite, que ces forces sont des forces conservatives, ça veut dire déjà qu'elles ne dépendent pas du chemin suivi, et qu'en plus elles sont égales à la variation d'énergie potentielle de pesanteur pour le poids et la variation d'énergie potentielle électrique pour la force électrique. Alors maintenant, le théorème de l'énergie mécanique, que vous avez déjà vu l'an dernier. Si un système n'est soumis à aucune force non conservative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve et donc la variation d'énergie mécanique est nulle. Et s'il y a des frottements, la variation d'énergie mécanique est égale au travail des forces non conservatives. Merci de votre attention et à bientôt.